Bien, bonjour à tous et toutes. Soyez les bienvenus dans cette dernière séance de cette année. Nous allons faire une sorte de balayage des notions, balayage des exercices qui ont été donnés cette année au concours, que vos camarades de M2 ont passé. Nous allons essayer de regarder un petit peu, compléter par rapport à ce que nous devions faire et que nous n'avons pas fait. Alors, je voudrais commencer par une classe de mots que nous n'avons pas observée. Nous avons fait grosso modo toutes les classes de mots dans notre parcours, les noms, les adjectifs, les pronoms, les déterminants. Nous avons vu les verbes. Ce qui nous manque un petit peu, c'est une classe que nous n'avons pas étudiée, qui sont les adverbes. Donc, dans ce chapitre 1, qui est la classe de mots, nous avons les adverbes. Et les adverbes, c'est un type de mot, l'adverbe, assez commun. On en trouve quand même à peu près partout dans les textes. Alors, qu'est-ce qu'un adverbe? Un adverbe, eh bien, c'est un mot qui appartient à une des classes de mots, des natures de mots invariables. On en a déjà vu des mots invariables. Par exemple, les pronoms relatifs sont invariables. Qui, que, quoi, dont, où. Les chats qui sont là. Le chat qui est là. Le qui ne change pas en genre ou en nom. Donc, il est invariable. Nous avons les pronoms et les déterminants numéros. 3 chats, 3 chattes. Le 3 ne change pas, ni du genre ni du nom. Donc nous avons un certain nombre de mots invariables, catégories de mots invariables. Parmi ces catégories de mots, il y a les adverbes. Alors, quelle est la particularité de l'adverbe? L'adverbe, c'est le seul mot, je l'ai dit hier, c'est le seul mot qui fait changer le sens du verbe. Adverbe, et il est lié au verbe. Je réussis, je ne réussis pas. Je réussis peu, j'avance vite, j'avance lentement. Eh bien, il y a là une modulation du sens du verbe. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous demander sur les adverbes? Le classement qui se fait des adverbes, c'est un classement qui relève du sens des adverbes. C'est plutôt un classement à partir du verbe, qui est du sens, pardon, qui est demandé. Qu'est-ce que nous avons comme type d'adverbe? Nous avons les adverbes d'affirmation-négation. Affirmation-négation. Le vrai adverbe de négation, c'est ne. C'est ne. C'est lui qui nie en français. C'est un problème de l'usage oral du français contemporain, c'est qu'on n'utilise plus ce ne. On l'utilise plus. On ne l'utilise plus, on l'utilise plus. Le ne a tendance à disparaître du langage oral. Or, c'est lui qui fait la négation. C'est un héritage du latin. Né en latin, c'est lui qui permet de faire passer d'une forme positive à une forme négative. Donc, il y a le ne et il y a un adverbe qui va avec en général, qui est le complément de négation. C'est pas, plus, point, guère, avec un seul R et un E accentué, ne pas, ne plus, ne point. Le français médiéval en a un bizarre, oui. C'est des adverbes pour leur nature. Et pour montrer que ce ne sont pas eux qui font la vraie négation, on les appelle compléments de l'adverbe de négation. Mais c'est pour dire que la vraie négation, c'est ne. Adverbes, c'est des adverbes. Alors là, ils sont en négation, ceux-là. Ils sont en négation. Il y en a un très bizarre que le français a oublié, c'est rouge. Rouge, c'est un adverbe de négation, le rouge.
il ne vient rouge. Et le ne rouge, il remplaçait le pas, le point. Rouge, ça a été longtemps un adverbe de négation. C'est un peu curieux dans son emploi, mais voilà, il a disparu. Mais il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Et vous les savez parce que vous savez jouer au ni oui ni non. Et quand on supprime le oui, qui est l'adverbe d'affirmation, et le non, le ne, qui est l'adverbe de négation principal, il vous reste affirmatif, vrai, vraiment, tout à fait, effectivement, pas du tout. Bon, il y a le pas dedans, mais voilà, tous ces adverbes-là sont des adverbes de négation ou d'affirmation. Alors, une petite remarque en passant, que je développerai tout à l'heure, c'est que pas du tout, c'est un adverbe. Mais vous voyez qu'il est fabriqué de pas et du tout. Donc, on parle d'adverbe, oui, non, pas, point. Ou on parle de locution adverbiale, c'est le fait que l'objet est fabriqué de manière composite, genre peut-être, genre sans doute, genre à la fois. Peut-être, sans doute, à la fois, c'est plusieurs mots. Mais ces mots-là, au lieu d'être décrits comme étant une préposition, là, un article et puis fois un adverbe, on fait un gros sac, locution adverbiale. Sans conteste, locution adverbiale. À la fois, locution adverbiale. Peut-être, tout à coup. C'est pas des adverbes? Non, c'est des adverbes en soi, mais le sujet peut vous dire qu'est-ce que c'est que ça, tout à coup. Et donc, vous dites, tout à coup, à la fois, c'est un adverbe, mais plus qu'un adverbe, c'est en fait un ensemble de mots qui forment un gros adverbe étendu, une locution adverbiale. Donc, il y a des adverbes d'affirmation ou négation, il y a des adverbes de temps, hier, aujourd'hui, demain, après-demain, avant-hier, adverbe de temps, des adverbes de lieu, donc on en a vu quelques-uns hier, ici, là-bas, mais aussi près, loin. Alors là, il faut faire sur ces adverbes-là une petite distinction entre ce qui relève de la préposition et ce qui relève de l'adverbe. Au-dessus de, loin de, près de, ça, ce sont des prépositions. Et loin tout seul, ou dessus tout seul, ou lequel est-ce que j'ai mis? Près tout seul, ce seront des adverbes. Alors, comment on peut faire la différence? Eh bien, par la capacité de substitution. Je suis à toi. Je suis au-dessus de toi. Je suis loin de toi. Je suis près de toi. Je suis sur toi. Je suis en toi. Où que tu iras, je serai en toi. Tout ça, ça se substitue les uns par rapport aux autres. C'est donc une seule catégorie qui sont les prépositions. Par contre, où vas-tu? Je vais loin. Où es-tu? Je suis tout près. Mais que là, je ne peux pas remplacer ça par en, sur, au-dessus de. Je ne peux pas dire je vais au-dessus de. Ça n'aurait pas de sens. Parce qu'il manquerait un mot. Je suis loin, je suis près. Là, ce sont des adverbes. Pourquoi? Parce qu'ils se substituent les uns et les autres. Donc, les classes de mots, les classes de mots, la particularité de contenir des objets qui se remplacent. On peut mettre un verbe à la place d'un autre verbe.
On peut mettre un nom à la place d'un autre nom, même si parfois elles sont très ridicules. Je mange des pommes, je mange des radiateurs. C'est-à-dire, on peut pas manger des radiateurs. Mais le fonctionnement syntaxique sera le même. Un radiateur, des radiateurs. Une pomme, des pommes. Et les prépositions, elles se remplacent les unes les autres. Les adverbes, eux, ils se remplacent les uns les autres, mais les prépositions ne peuvent pas remplacer les adverbes. Donc, il y a des mots qui se ressemblent, au-dessus d'eux, loin d'eux, près d'eux. Ils se remplacent avec sur, en, contre. Pas contre, justement, contre pose un peu problème. Si, pardon, si contre, ça marche aussi. Contre, c'est une préposition. Et parallèlement, bien, vous avez des adverbes qui se remplaceront. Je vais lentement, je vais rapidement, je vais vite. Je vais loin, je vais tout près. Ils se remplaceront. Donc, affirmation, temps, lieu, manière. J'en ai donné quelques-uns. Vite, lentement, rapidement, sereinement. Un ensemble, donc, qui donne une idée sur la manière dont les choses se passent. Qu'est-ce que nous avons encore? Nous avons les adverbes de doute. Probablement, vraisemblablement, peut-être, sans doute, apparemment, qui servent donc à la modélisation, hein, comme nous les avons vus hier. Et puis, nous avons les adverbes de quantité, que je mêle avec ceux qu'on appellera d'intensité. Parfois, les grammaires en font deux catégories. C'est la différence entre trop et très. Oui. On tend à avoir un français qui mélange trop et très. Oh, je l'aime trop celui-là. Ou il est trop fort. Non, théoriquement, il est très fort et je l'aime beaucoup. Mais le trop, il marque un aspect négatif tellement il y en a. C'est une intensité, il y en a peu, il y en a trop. Donc, quantité et intensité, ce n'est pas tout à fait la même chose. Moi, je les mêle. Beaucoup, assez, moins, peu, très. Et puis parfois des jonctions. Il est tellement fort, il est trop fort, il est fort autant, oui. Moins, oui, moins. Dans une échelle, moins, beaucoup, énormément. Et intensément, par exemple, intensément, on le mettrait plutôt en manière. Mais on pourrait peut-être lui trouver un usage qui soit aussi en quantité ou en tout cas en intensité. Donc, si on vous demande de classer les adverbes, relever les adverbes dans le texte suivant, il faut toujours faire un classement en grammaire. Donc, vous relevez, mais vous les placez selon une échelle qui est une échelle de sens. Une graduation, un classement qui est celui du sens. Ce qui peut arriver aussi, c'est qu'on vous demande la composition de l'adverbe. Comment il est fabriqué. Vous vous rappelez, dans le lexique, on a évidemment le sens des mots, mais on a aussi la construction des mots. Préfixe, radical, suffixe. Alors, il peut arriver qu'on vous demande comment sont construits les adverbes. Alors, il y a deux solutions. Il y a la solution qui est justement celle des locutions adverbiales, à la fois peut-être. Il faut se demander, en gros, qu'est-ce qu'il y a dedans? De quoi est-ce que c'est fait? A, c'est une préposition, là, c'est un déterminant. Et puis, fois,
fois, ce sera soit le nom, une fois, soit on le place dans les adverbes. Bon, voilà, ça parlera un adverbe. Peu, c'est le verbe pouvoir. Et puis être, c'est le verbe être. Donc ça nous forme un adverbe de doute, et il est fabriqué finalement de deux verbes. On vous donne un adverbe, et puis vous me demandez de quoi il est formé. Il y en a un qui est un peu bizarre, c'est celui-là. Aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on dira que c'est un adverbe de temps, et on le dira d'un seul bloc. Aujourd'hui, le fait qu'il y a une parenthèse, il y a un apostrophe, pardon, on fera comme si de rien n'était. Mais si on vous demande vraiment, si vous êtes fort en détail, eh bien, vous saurez que c'est au jour du midi. Le Moyen-Âge l'écrit en un seul mot, le Moyen-Âge l'écrit en 4 mots, et c'est une formulation extrêmement bizarre parce que lui, ça dérive du latin qui est odie, maintenant. Maintenant. Et donc, au jour de maintenant. Au jour de maintenant, ça veut dire maintenant, quoi. C'est-à-dire aujourd'hui. Au jour de ce jour-ci. Au jour de ce jour-ci. Donc, le Moyen-Âge, dans les manuscrits, il est écrit au jour d'hui, il est écrit aujourd'hui d'un seul coup, il est échec à la reconnaissance, comme souvent, qu'on a codifié l'orthographe, on a dit, on va le faire en deux bouts, mais c'est complètement irrationnel. Au jour d'aujourd'hui, au jour de maintenant. Qui est plus demandé en général que la composition des locutions adverbiales, c'est la composition des adverbes en ment. Composition des adverbes en ment. Alors pourquoi? Parce qu'ils répondent à une règle avec laquelle il y a plein d'exceptions. Un adverbe en ment, ça se fabrique sur l'adjectif féminin. Vert, il m'a répondu, pas vertement, mais vertement, c'est-à-dire c'est l'adjectif, on le passe au féminin et on rajoute ment. J'ai répondu assez sereinement. Serein, sereine, sereinement. La situation, d'ailleurs, est relativement pleine. Voilà, c'est l'adjectif au féminin. L'adjectif au féminin qui prévaut. Mais il y a plein d'exceptions. Alors, ce n'est pas tellement un problème parce que vous verrez l'adjectif écrit dans le texte, l'adverbe écrit dans le texte. Puis quand vous le voyez écrit dans le texte, soit il répond à la règle, auquel cas vous dites la règle, c'est un adjectif au féminin, plus ment, soit au contraire, vous voyez que ça déconne, et donc vous décrivez ce qui ne va pas. Genre, clairement, non, pardon, vraiment, clairement, il est là. Vraiment, c'est l'adjectif masculin. Donc, vraiment, qu'est-ce qui ne va pas? Que ce n'est pas l'adjectif au masculin. Ce n'est pas l'adjectif au féminin, c'est masculin. Et puis, vous avez parfois des ajouts précis, précise, plus ment. Mais ça ne fait pas précisément. Ça fait précisément. Donc, c'est bien l'adjectif au féminin, mais il y a un rajout d'accent, un accent aigu. Donc, qu'est-ce qui ne va pas? C'est la règle presque normale, précisément, et il y a un accent dessus. Et puis, sur les adverbes, les adjectifs, pardon, en ou en ANT, ENT, eh bien, au lieu de faire ement,
j'en trouve un, qui se termine en an. Constant, ça ne fait pas constantement. Constant, constante, constantement. Non. Comment ça se passe? Eh bien, nous avons suppression du T, plus ment. Simplement plus ment, mais il y a une petite modification qui est qu'un N se trouvant derrière un M, eh bien, le N va se transformer en M. Donc, ça fait des adverbes en deux M. Deux M, ENT. Et quand il y a un E, ben, il reste. Quand il y a un A, il reste aussi. Donc, vous voyez, la règle, c'est garder ça en tête. Constant, ça ne peut pas faire constantement. Ça fait constamment. Alors, comment on fait pour faire constamment? Eh bien, on garde en, là, on garde le en, on rajoute le ment, mais on supprime le t et on transforme le m en quelque chose d'autre, c'est-à-dire le n en m. Voilà. Pas grand-chose à savoir de plus sur les adverbes, mais ceci. Est-ce que vous avez des questions sur ce domaine des adverbes? Pas de questions. Voilà le concours de cette année. Oui. Alors, il faudrait trouver un exemple. Est-ce que ça existe? Oui, ça doit exister. Parce que, en fait, à partir de quoi on fabrique des adverbes en nom? Eh bien, on fabrique déjà à partir d'autres adverbes, quasiment. Donc, c'est un adverbe auquel on rajoute un nom. Ça peut être des adjectifs. On peut avoir aussi des noms qui se transforment en adverbes dans certains usages. Alors, celui qui me vient en tête, c'est un mot italien, c'est piano. Je joue piano, ça veut dire légèrement. Alors, il y a plein de mots italiens, fortissimo aussi, c'est un mot italien qui sert d'adverbe. Qu'est-ce que nous pouvons avoir comme des formes d'onomatopée, plan-plan, il a un peu plan-plan, il a un peu mollasson. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme verbe? Alors, réfléchissons. Brillant, ça fait brillamment, c'est un adjectif. On va peut-être en trouver dans le texte, on va voir. Mais oui, c'est possible. Donc, est-ce que vous êtes au niveau du concours de professeur des écoles? Et il faudrait mieux que vous le soyez, parce que l'année prochaine, la totalité de l'année est consacrée à l'enseignement du français, et non plus à l'acquisition des connaissances liées au concours, même si ma collègue que vous aurez l'année prochaine, elle fera des cours un peu sur la question. Qu'est-ce que ça veut dire? Pareil, c'est aussi une leçon sur les
Déjà, je peux dire un petit peu. Mais je crois que c'est bon. Alors, ah, ah, première question. Écrire est un engagement à ferrailler. On s'engage dans l'écriture comme dans une armée imaginaire et l'on serait à la fois général et aspirant soldat. C'est la phrase numéro 1. Comment expliquer l'emploi du présent dans cette phrase? Donc, le présent, il est là. Et il est là. Mais ce n'est pas un présent indicatif. Dites-moi. C'est un présent de vérité générale, effectivement. Donc, le présent, il a plusieurs valeurs. Il a plusieurs emplois. Il a plusieurs raisons d'être là. Et les raisons qui font qu'ils sont là, il y en a grosso modo 4 ou 5. Il y a le présent de narration. Ce matin, je me lève, je prends le lait dans le frigidaire, j'ouvre la bouteille, il était périmé. C'est raconter une histoire au présent, mais qui est une histoire du passé. Ce matin, je me lève, je monte l'escalier, qu'est-ce que je trouve dans l'escalier? Une araignée comme ça. Donc ça, c'est raconter une histoire au présent. C'est ce qu'on appelle le présent de narration. Il y a le présent de l'action présente. Je viens d'écrire là, mais ça n'a pas tout bien marché. J'écris, ça ne marche pas bien quand j'écris là. Bon, ce que je fais maintenant. Il y a un présent de description. Je suis habillé avec un pantalon vert et une chemise bleue. Il y a un présent d'habitude. Tous les samedis, je vais au marché. Et il y a un présent de vérité universelle. Elle est ici, la Terre tourne autour du Soleil. Qu'est-ce que c'est qu'écrire? C'est un engagement à faire aller. On s'engage quand on écrit comme dans l'écriture, etc. Identifier le mode et le temps de on serait. Donc c'est celui-là. Écrire est un engagement, on s'engage dans une armée où l'on est à la fois général et aspirant soldat. Et l'auteur a dit où l'on serait. Donc c'est un conditionnel présent. C'est un conditionnel présent, mais pourquoi un conditionnel présent? Pourquoi est-ce qu'il est ici, Lisa? Oui. Parce que ça repose sur l'information qui a été faite avant, et que je mets une pensée et pas quelque chose qui est affirmé de vrai. Dans l'hypothèse où l'écriture, ce serait un engagement, alors, dans cette armée-là, on serait général. C'est une hypothèse. C'est ce qu'avait mis votre camarade dans sa copie. Elle m'a donné le sujet, donc c'est ce qu'elle avait mis. Hypothèse, conditionnel, ça donne une condition. S'il faisait beau demain, j'irais plutôt me baigner. Ou ça donne une hypothèse. C'est le cas ici. Si on vous avait demandé d'identifier, c'est la question qui suit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Écrire, c'est un verbe et il est sujet. Sujet, mais c'est la question qui suit. Dans l'extrait suivant, identifier les sujets des verbes et préciser leur nature. Donc, écrire n'est pas tout à fait un adverbe. Un adverbe, tout à fait. Un choix, c'est un aveu d'impuissance. On écrit parce qu'on ne sait pas quel autre biais attraper, par quel autre biais attraper le réel. Vivre sans l'écriture me va mal, comme un habit trop large dans lequel je m'empêche. Alors, 2 sujets sous 3 sujets. Écrire n'est,
c'est la ligne 7-9, hein, vous pouvez la retrouver là. Écrire et va. Essaie. Alors, il y en a 4. Donc, qui est-ce qui? Qui est-ce qui? Écrire n'est pas. Alors, qu'est-ce qui n'est pas? Qui est-ce qui n'est pas? Écrire. Donc, vous qui avez suivi mes cours assidûment, vous savez qu'un verbe, partir fait maigrir, courir fait maigrir, partir est impossible, manger fait grossir. Voilà, un verbe, ça peut être sujet. Et donc, écrire n'est pas tout à fait un choix. C'est un exemple un peu plus classe que les miens. Écrire n'est pas un choix. Donc, le verbe être, présent d'indicatif, a un sujet. Et ce sujet, c'est un verbe. C'est le verbe écrire. Donc, identifier les sujets des verbes. Le sujet, c'est écrire. Préciser sa nature, c'est un verbe. C'est un verbe dont la fonction est d'être sujet. Verbe, nature, fonction, sujet. Pas besoin de faire un baratin. Hein. Vous marquez écrire, 2 points, fonction, sujet, nature, verbe. Un tout simple. On écrit parce que... Non, je ne vais pas le C pour l'instant. Je le goûte le C. Parce qu'il a une bizarrerie, le C. Qu'est-ce qui écrit? Nature. Donc, nature, sujet, c'est on, nature, pronom personnel. Et s'ils avaient voulu être très embêtants, ils auraient rajouté une question qui aurait été de dire déterminer les sujets impersonnels. Parce que impersonnel, ça signifie qu'on peut être remplacé par rien d'autre. Or, on écrit parce que, on peut remplacer ça par 50 autres choses. L'auteur écrit parce que, Florent écrit parce que, ma mère écrit parce que. Donc, on, il n'est pas du tout impersonnel. On, ça désigne une catégorie d'individus anonymes. L'homme, en général. Mais il n'est pas impersonnel du tout parce qu'il peut se remplacer par plein de choses. De même, écrire, il n'est pas du tout impersonnel. Manger n'est pas tout à fait un choix. Partir n'est pas tout à fait un choix. Créer n'est pas tout à fait un choix. Il peut être remplacé par plein de trucs, donc il n'est pas impersonnel. En revanche, celui-là, il le sera. Je le laisse de côté. Donc le sujet n'était pas vicieux pour l'instant. Il va le devenir, là. Va. Mal. Mal, un adverbe. Où est le sujet? C'est pas difficile. Qu'est-ce qui va? En apparence, c'est le même sujet. Sauf que le sujet, le petit garçon de l'immeuble part en vélo. Qu'est-ce qui part? C'est pas garçon. C'est à la rigueur le garçon, mais ça ne suffit pas. C'est le petit garçon. Et le petit garçon qui part en vélo, le sujet, vous voyez, c'est le groupe complet. Le sujet, ce n'est pas simplement un mot, c'est tout le groupe. Donc, vivre, mais à vivre, vous voyez, il y a un bout qui va avec, qui est une apposition. Mon frère, entre parenthèses, un garçon très intéressant, fermez la parenthèse, habite en Espagne. Qui est-ce qui est le sujet? C'est frère, mais c'est aussi mon frère, mais c'est aussi la parenthèse qui va avec le sujet. Rappelez-vous, quand on a un mot comme ça, ce mot, il peut participer à un groupe parce qu'on y rajoute tout un ensemble d'éléments. Et donc, c'est le cas ici, vivre. Vivre, parenthèse, sans écriture. Donc, la position, elle participe du groupe sujet. Donc, le sujet, en soi, c'est le mot vivre, mais le mot vivre, il appartient à un ensemble qui est un groupe verbal avec lequel il y a une imposition. Donc, le sujet, c'est bien sûr vivre, mais c'est la position qui va avec. Donc, sa nature, c'est un groupe verbal. Donc, celui-là, il est un peu plus vicieux. Et puis, le dernier, pardon, le quatrième, il est très, très, très vicieux. Parce que c'est un présentatif. Alors, en soi, j'ai déjà
je vous ai déjà beaucoup parlé de ça, c'est le fait que le c'est, le sujet grammatical de c'est, du est, c'est le ce, cela est. Et ça s'exprime par l'idée que si c'était un nous après, qui sommes venus, c'est nous qui sommes venus, on ne dira pas ce sommes nous qui sont venus. On dira c'est nous, c'est eux qui sont venus. C'est vous qui êtes, et pas ce êtes-vous. Donc ce morceau-là, qui est un attribut du sujet, verbe d'état, être, paraître, rester, demeurer, avoir l'air de. Donc le ce, il est sujet de est. C'est le sujet grammatical. Mais le problème, c'est que le présentatif c'est, il a une tendance, pas avec vous, pas avec nous, pas avec toi non plus, à s'accorder avec son attribut du sujet. Ce sont les enfants que tu vois qui ont jeté les cailloux. Ce sont les étudiants de la salle d'à côté qui ont laissé des miettes dans le nid. Donc, on parle dans ce cas-là d'un sujet grammatical et d'un sujet réel. Le c'est le sujet grammatical, et donc si vous avez dit ça, vous avez raison. Et qu'est-ce que c'est? C'est un pronom démonstratif. Cela. Donc, le sujet grammatical, c'est ce, et c'est un nature, c'est un pronom démonstratif. Mais il y aura un petit bonus, pardon, à ceux qui noteront en remarque, oui. Non, il n'est pas là écrit. C'est un aveu d'impuissance. Dans cette phrase-là. Le sujet, finalement, réel, ce sont des enfants. Pourquoi on a son? Parce que le sujet avec lequel on accorde le son, c'est l'attribut du sujet, des enfants. Ce sont des enfants. Donc on peut dire que ce qui suit le présentatif, c'est ce dont on parle, c'est le sujet en fait réel de la phrase. Donc les grammaires, elles distinguent, certaines grammaires, elles distinguent ce qu'est le sujet grammatical normal, de ce, avec le sujet qui est plutôt l'attribut du sujet. Dites-moi. Alors au singulier, ça ne se voit pas, mais c'est au pluriel que ça se voit. Ce sont des aveux. Pourquoi est-ce que c'est son? Ben, en fait, c'est parce qu'on accorde avec l'attribut du sujet. Ça, c'est le sujet, ça, c'est l'attribut du sujet, et on fait un accord. Donc là, la vraie réponse qu'il fallait donner, c'est que ce, c'est un pronom démonstratif qui est sujet du verbe être. Mais s'il avait été au pluriel, il aurait fallu constater que c'est effectivement ce le sujet, mais qu'en fait, il est accordé avec l'attribut du sujet, c'est-à-dire avec ce qu'on appellera un sujet réel par rapport à un sujet grammatical. Là, si vous êtes contenté de ce sujet de est, ça joue. Ça. Ce sont, c'est une faute de français. Ce sont, c'est une faute de français puisqu'on accorde le verbe, non pas avec le pronom, mais avec l'attribut du sujet. Or, tout le monde dit ça et tout le monde l'écrit. Donc, il a bien fallu qu'on colle à la description de ce que tout le monde dit. Alors, ensuite, une question qui était peut-être bizarre dans sa formulation, mais qui était tout idiote. Dans l'extrait suivant, indiquer la fonction. Ça, je l'ai déjà fait. Au-dessus. Dans l'extrait suivant, analyser deux emplois différents de la virgule. Le récit m'échappe, virgule, il attend, virgule, ailleurs. Et là, déjà, il y a deux emplois là-dedans. Je ne parviens pas à éviter cet égarement, il n'y en a pas. Consentir à me perdre est une étape de l'écriture, il n'y en a pas. Consentir à perdre, virgule, aussi. À m'avoir vaincu, virgule, battu. Alors, à quoi ça sert les virgules? Ben, les virgules, ça sert à séparer deux propositions. Oui. Énumération, juxtaposition, et un troisième, c'est la position. Donc, à quoi ça sert? Ça sert
à séparer des propositions. Vous vous rappelez que les propositions indépendantes, elles sont soit coordonnées, mais où est Ornica, mais où est Ornica, je viens et je repars, ou alors elles sont juxtaposées, je viens, je repars. Et là, il y en a une, le récit m'échappe, point, il attend, point, sauf que, on n'a pas mis un point, donc on a coordonné. Donc à quoi sert la virgule ici? Elle coordonne deux propositions indépendantes. Non, pardon, elle juxtapose, elle ne coordonne pas, elle juxte, coordonner, c'est avec une coordination, mais où est donc? Elle juxtapose deux propositions. La deuxième solution, c'est de faire des énumérations. Le chat, virgule, le chien, virgule, le renard, virgule, le loup, et tous les autres animaux sont dans la forêt. Les virgules, elles servent à remplacer des haies dans des énumérations. Le chat et le renard et le loup et le chien et le truc. Bon, à un moment donné, on remplace tous les haies par des virgules. Le chien, virgule, le chat, virgule, le loup et le renard sont dans la forêt. Et donc là, on en a aussi. On en a aussi là. À m'avouer vaincu, virgule, battu, virgule, démoralisé, virgule, triste, virgule, je ne sais pas quoi, et désespéré. Donc, faire des énumérations. Et puis enfin, ça sert à quoi? Ça sert à faire des appositions, c'est-à-dire isoler des morceaux. Et il y en a là, et il y en a là. On isole un morceau de la phrase pour insister dessus, oui. Oui, oui. Et pas simplement le mot. Donc là, vous direz, il y a deux emplois différents de la virgule. Vous en choisirez deux sur les trois. Pas la peine de prendre des risques. Parce que vous pourriez montrer votre science et dire, en fait, il y en a trois. Mais contentez-vous de répondre à la question précisément. Donc, la virgule sert à énumérer. À m'avouer vaincu, virgule, battu. Et puis, bah, vous entourez la virgule, à énumérer, et puis à juxtaposer. Il m'échappe, virgule, il attend, et vous soulignez. Ou alors vous choisissez la position, il attend, virgule, ailleurs, on sentira perdre, virgule, aussi. On isole le aussi, on isole le attend pour le mettre en valeur. C'est une façon de faire de la modélisation, ce qu'on a vu hier. La position, ça modélise. Dans l'extrait suivant, indiquez la fonction grammaticale de chaque groupe souligné, proposer pour chaque fonction une manipulation qui vous permet de le justifier. Alors là, il fallait se rappeler de mon premier cours. Qu'est-ce que c'est qu'une manipulation en grammaire? C'est suppression, déplacement, ajout, remplacement. Déplacement, suppression, ajout, déplacement. Donc, dans le mur invisible, un roman de une femme passe quelques jours de vacances dans un chalet. Et donc, ce qui est souligné, c'est trois groupes, ce groupe-là et ce groupe-là. Dans un verbe, dans une phrase, il y a trois groupes constituants. Il y a le sujet, groupe sujet, il y a le groupe verbal. Ces deux-là fabriquent le sens complet, suffisant. Et enfin, il y a le groupe complément de phrase, qu'on appelle aussi le groupe circonstant dans certaines grammaires, qui est déplaçable et supprimable. Donc, dans gna gna gna, passe quelques jours de vacances dans un chalet. Ben, il manque le sujet. Donc, une femme, c'est le groupe sujet. Et comment je le sais? Il est ni déplaçable ni supprimable. Et on ne vous demandait pas quelle est la nature du groupe. Sinon, vous auriez dit c'est un groupe nominal dont la fonction est d'être sujet de la phrase. Il occupe la fonction de groupe sujet.
comment je le sais? Quelle manipulation? Eh bien, je ne peux pas le supprimer. Pas supprimable. Et il n'est pas d'ailleurs déplaçable non plus, comme l'a dit votre camarade, ça jouait aussi, il n'est pas déplaçable. Passe quelques jours de vacances une femme. Oui, mais c'est celui-là qui se déplace. Ce n'est pas une femme. Deuxième groupe qui est très simple, c'est dans un chalet. Une femme, dans un chalet, passe quelques jours à la montagne. Une femme passe quelques jours à la montagne dans un chalet. Celui-là, il se déplace n'importe où. Dans un chalet, une femme passe. Une femme dans un chalet passe. Une femme passe dans un chalet quelques jours. Une femme passe quelques jours de vacances à la montagne dans un chalet. Dans un chalet, il se déplace partout. Et de surcroît, il se supprime. Une femme passe quelques jours à la montagne. Qu'est-ce que c'est littéralement? C'est un groupe nominal prépositionnel. Ça, c'est sa nature. Groupe nominal prépositionnel. Ça n'était pas demandé. Il est déplaçable et il est supprimable. C'est un complément de phrase. Donc, complément de phrase. Pourquoi? Quelle manipulation? Il est déplaçable et supprimable. Alors après, sa fonction plus précisément, il est complément circonstanciel de lieu. Mais ce qui est important, c'est de dire qu'il est dans le complément de phrase, circonstanciel de lieu. Pourquoi? Parce qu'il est déplaçable et il est supprimable. Et puis enfin, votre camarade du premier rang a déjoué de quelques jours de vacances. Oui, vous avez une question. La nature, c'est d'un groupe nominal prépositionnel. C'est le complément circonstanciel de lieu. Et il appartient à un groupe de la phrase qui est le groupe complément de phrase, comme tous les compléments circonstanciels. Les compléments circonstanciels, dans l'optique groupe sujet, groupe verbal, groupe complément, le premier, une femme, il était là. Le deuxième, il est là, parce qu'il est déplaçable et supprimable. C'est un complément circonstanciel de lieu du groupe complément. Et puis le troisième, eh bien, il est là. Il est là parce que c'est un complément d'objet direct, passe quoi? Quelques jours de vacances. Et si on le supprime, la phrase n'a plus de sens. Une femme passe à la montagne. Oui. Disons que, quelle est sa fonction? Il est sauvé. Et pourquoi? Eh bien, parce qu'il est dans le groupe verbal. Et la manipulation, c'est la même. C'est déplaçable et supprimable. Dans les faits, il n'est ni l'un ni l'autre. Alors, c'est pas tout à fait. C'est bien de préciser ça parce que c'est pas tout à fait le même. Dans le groupe verbal, il y a dessus le verbe, et puis il y a potentiellement, du genre je dors, il y a le verbe. Mais il y a potentiellement aussi tout un ensemble de compléments. Et ces compléments, ils sont appelés essentiels parce qu'ils ne sont pas supprimables. Et c'est pour ça qu'ils sont dans le groupe verbal. Si je dis je vais, ben, vous attendez où? Je vais, ça ne suffit pas tout le temps. Et là, la femme, elle passe. C'est parce qu'elle elle passe quelques jours. Et soit on se contente de dire que dans le groupe verbal, il y a des compléments essentiels, on fait un grand bloc, soit on va entrer dans des détails. On va entrer dans des détails, et ces détails, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Eh bien qu'en complément essentiel, il y a les attributs du sujet. Des adjectifs, je suis jeune, vieux, des adverbes,
je suis mal. Aussi, je suis pas très bien. Je suis plutôt mal. Je suis mal. Il y a des noms. Je suis enseignant. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme compléments qui vont avec le verbe? Les attributs du sujet. Qu'est-ce qu'il y a encore? Eh bien, il y a les COD et les COI. C'est-à-dire que c'est des blocs qui répondent à la question qui quoi? Qui quoi ou à qui? À quoi? Ça reste des compléments essentiels, mais dans une subdivision, il serait complément de oui. Est-ce qu'ils l'accepteront? Pour être plus précis, la fonction, c'est d'être complément dans le groupe verbal. Alors, complément de quoi? On attend plutôt COD, complément essentiel, dans le groupe verbal. Est-ce qu'il est déplaçable, supprimable? Je vais à la piscine doucement. Doucement, je vais à la piscine. Pierre, doucement, va à la piscine. Pierre va à la piscine. Donc, il est déplaçable, supprimable. Donc, c'est un complément de phrase, il n'est pas complément du verbe. Donc, les attributs du sujet, les COD. Et puis, on a des compléments de temps, de lieu, de manière. Et puis, il y en a encore 3 autres. C'est poids, mesure et prix. Donc, tout ça, c'est des compléments essentiels. Mais si on entre dans le détail, ça veut dire qu'ils ne sont pas séparables du verbe. Je mesure 1,80 m. Je pèse un peu beaucoup. 90 kg. Ce machin coûte 15 €. Poids, mesure, prix. Je vais à Paris. Si vous supprimez, ça dit seulement je vais. Il part à 15 h. J'ai absolument besoin de l'heure parce que c'est ça qui est important dans le contexte. Et puis, manière, je vais mal. Complément de manière. Donc, tout ça, c'est des compléments essentiels, ils sont dans le groupe verbal. Et pourquoi est-ce qu'ils sont des compléments essentiels? La réponse, la manipulation qui permet de le déterminer, c'est qu'ils ne sont ni pas déplaçables ou pas supprimables. L'un ou l'autre. Il suffit d'avoir une des caractéristiques pour. Donc, ils ne sont pas séparables. Oui. Les compléments de temps, lieu, manière, ce sont des compléments circonstanciels. Ah non, justement. Ils sont essentiels. C'est des compléments essentiels et ils sont dans le groupe verbal. Par contre, s'ils sont circonstanciels, c'est qu'ils sont dans le complément de phrase. Et c'est pour ça que dans la phrase, dans le chalet, j'ai bien précisé que c'était un groupe nominal, une préposition, ça c'est sa nature, mais sa fonction, c'est d'être complément circonstanciel. Circonstanciel, ça veut dire qu'ils sont dans le groupe complément de phrase. Ils sont déplaçables et supprimables. Donc, la distinction entre CE et CO, en fait, ces compléments essentiels, c'est le gros sac dans lequel on peut mettre plusieurs objets compléments essentiels, parmi lesquels, vous voyez, les compléments de temps, ils répondent à la question où, quand, comment, et puis pour ces trois-là, ils répondraient plutôt à combien. Je pèse combien, je mesure combien, je coûte combien. Grosse enveloppe, gros sac, les compléments essentiels qui vont avec le verbe, et puis subdivision. Alors, ça va m'amener à développer un petit peu un exercice ou une manière de penser la grammaire ou visualiser que j'ai déjà vu avec vous, mais qui n'était peut-être pas assez approfondi. On peut schématiser les phrases en grammaire au moyen d'arbres. D'arbres, je vais dire le petit chaperon va dans la forêt à la nuit tombée. Voilà une phrase. Le petit chaperon va dans la forêt à la nuit tombée.
Dans cette phrase, j'ai tout un ensemble de mots. La première chose que vous devez absolument savoir faire, c'est rattacher tout cela à des natures. C'est-à-dire, vous devrez être capable de me dire ce que c'est que petit, ce que c'est que dent, ce que c'est que tomber. Qu'est-ce que c'est que la nature de ces mots-là? Et puisqu'on va schématiser ça avec un arbre, eh bien, on va mettre en dessous tous ces objets-là nature de ces objets. Donc, je vous laisse quelques instants pour réfléchir. Quelle est la nature de ces objets-là? C'est les classes de mots, mais vous réfléchissez avant de parler, que tout le monde ait le temps. C'est quoi, c'est le... Bon, là, le, les, une, un, des, c'est des déterminants. Les déterminants, le détail de ce que c'est parmi tous les déterminants, c'est les articles. Il y a des déterminants possessifs, mon mamé, démonstratif, c'est 7, numéro, quelques enfants, 3 enfants, 8 enfants. Bon. Il y a 3 déterminants. Avec ces 3 déterminants, bon quoi? Eh bien, bon, en l'occurrence, un adjectif qualificatif ici. Et puis, ici, c'est accordé, c'est un verbe, mais il est employé à un temps particulier, un mode particulier qui est un participe passé, il est utilisé comme adjectif. Donc ça, c'est, on veut dire directement que c'est un adjectif, c'est un participe passé accordé, pardon, participe passé utilisé comme adjectif, mais on va aller plus vite. Adjectif. Qu'est-ce qu'on a avec? Ben, quand on a un déterminant, ce qui suit en général, c'est un nom. Mais ici, ben, c'est plutôt un nom propre, because la majuscule. Un chaperon, qu'est-ce que c'est? C'est une capuche. C'est une veste avec une capuche. Mais là, avec la majuscule, ça nous fabrique plutôt un nom propre. Bon. Petit chaperon, on pourrait peut-être avoir aussi une majuscule à petit. Un nom propre. Ici, on a donc un nom, il est plutôt commun, et ici, on a un nom commun. Et puis, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste un nom. Voilà, ça, c'est la nature des objets. Et il faut absolument que vous soyez capable de prendre une phrase, comme ici, vous avez le texte. C'est des prépositions. À, de, par, pour, dans, avec, sans, contre, loin de, au-dessus de, près de, sans. Elles se remplacent les autres les uns les autres. Je suis sans toi, je suis à toi, je suis contre toi, je suis pour toi, je suis au-dessus de toi, je suis près de toi. Préposition. Vous devez être capable, et c'est un exercice. Vous savez, quand on prépare l'épreuve de langue, et singulièrement les langues anciennes, latin ou grec, qu'est-ce qu'on fait? On prend un texte, et même si on ne comprend rien au texte, on prend les mots les uns après les autres, et puis on dit, bah, ça c'est un nom, ça c'est un adjectif, ça c'est. Et quel cas il a? C'est un sujet, c'est un complément d'objet, c'est un. Etc. On les prend. Bah, écrire un verbe est un verbe, un déterminant, engagement, un nom, à une préposition, travailler un verbe, on, un pronom, se, un pronom, engagé, un verbe, dans, une préposition, un déterminant, écriture, un nom, etc. On prend tout comme ça vient, et puis, bah, c'est comme ça qu'on est sûr de ne pas se trouver dépourvu quand on arrive au concours. Ensuite, il y a une question à peine plus compliquée, c'est comment ces mots-là se regroupent. Eh bien, ça,
ça nous fait un groupe nominal avec ce qu'on appelle une expansion, un adjectif. Un groupe nominal expansé. Ça nous fait un groupe nominal avec son expansion. Et puis, ça nous fait un groupe nominal, la forêt. Parce qu'il va avec. Il n'est pas dans le groupe nominal, justement, il a un usage un peu. Si on rajoute dedans, mon accolade. Ça nous fait un groupe nominal avec une préposition nominale prépositionnelle. Et donc ici, ça nous fait un groupe nominal expansé prépositionnel. On rajoute la préposition. Donc, si je détermine les groupes que j'ai pour l'instant, ben, j'ai un groupe là, j'ai un groupe là, et j'ai un groupe là. Pour l'instant, ma phrase est en 3 groupes. Et puis alors maintenant, je vais passer à une autre analyse de la phrase. Et ce degré d'analyse de la phrase, ce sera de dire quelle est la fonction de ces bazars-là. Et là, je suis réuni à 4 morceaux. J'ai un morceau groupe nominal plus expansion, un morceau verbe, un morceau groupe nominal prépositionnel et un morceau groupe nominal prépositionnel expansé. Maintenant, quelle est leur fonction? Et les fonctions, elles se divisent en trois gros champs, 3 gros groupes dans la phrase. Les groupes fonctionnels, c'est ce qui relève du sujet, ce qui relève du verbe et ce qui relève du complément de phrase. Ici, j'ai ma phrase, et cette phrase, elle va avoir un groupe sujet, elle va avoir un groupe verbal, et elle va avoir un groupe complément de phrase. Et comment je sais lesquels sont lesquels? Eh bien, à cause des manipulations que je peux faire. Les groupes qui sont sujets, ils répondent à la question qui est-ce qui, avec le verbe, et ils ne sont pas supprimables, ils ne sont pas déplaçables. Donc, qui est-ce qui va? Eh bien, ce groupe nominal plus son expansion, le petit chaperon, ce sera le groupe sujet. Quelle est sa fonction? C'est d'être le groupe sujet. Dans le groupe verbal, il y a évidemment le verbe. Parce que le verbe est dedans. Mais, est-ce que ce verbe, il a autre chose avec lui? Est-ce qu'il a des compléments? Autrement dit, si je supprime des morceaux, est-ce que ça a encore du sens? Le petit chaperon va. Et à l'évidence, ça ne suffit pas. Donc, est-ce que je vais garder à la nuit tombée comme le complément du verbe, ou est-ce que je vais garder dans la forêt? Eh bien, sur ces deux groupes-là, est-ce qu'il y en a un qui est plus déplaçable et supprimable que l'autre? À la nuit tombée, le petit chaperon va dans la forêt. Le petit chaperon, à la nuit tombée, va dans la forêt. Le petit chaperon va dans la forêt. Vous voyez, celui-là, il est sûr qu'il est déplaçable et supprimable. Donc celui-là, de toute façon, on va le mettre directement comme complément de phrase. Déjà celui-là, parce qu'il se déplace et se supprime. Et donc ensuite, j'ai dans la forêt. Dans la forêt, le petit chaperon va. Dans la forêt, le petit chaperon va. On comprend tout à fait le sens. Mais si je dis des pommes, le petit garçon mange, on comprend bien le sens aussi. Ce n'est pas tout à fait la structure normale de la phrase. Le va, ce qui va après, en général, c'est son complément de lieu. Oui, qui a une question? Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Parce que ça ne répond pas à la question quoi. C'est un complément essentiel de lieu.
Ça ne répond pas à la question quoi, ça répond à la question où. Mais je ne peux pas le supprimer, donc c'est un complément essentiel de lieu. Et donc, dans le groupe verbal, il y a le verbe, évidemment, et il y a son complément de lieu. Pas où, il va dans la forêt. La phrase que vous aviez là, c'est à peu près la même, à savoir que vous aviez un sujet, vous aviez un verbe, vous aviez le complément qui allait avec le verbe, quelques semaines. Là, pour le coup, c'était un complément d'objet direct. Et vous avez un morceau qui se déplaçait dans le chalet. Alors, reprenons la phrase. La phrase telle qu'elle est. Si la phrase c'est une femme passe quelques jours de vacances dans un chalet. Ben, je vous laisse la faire toute seule. Je vous laisse le faire toute seule et c'est la copie conforme de la précédente. Mais dans les noms. Beaucoup de fruits sont sur la table. Certains fruits sont abîmés. Quelques voitures sont garées. C'est un déterminant. Et c'est effectivement ici un article. Ici, c'est un déterminant indéfini. Et ici, c'est aussi un Parce que je savais le difficulté qu'il est pas, je peux pas faire c'est quand même pas vu les quantités, mais je me faisais quand même faire oui, enfin, oui, tu peux
Nom commun, jour, nom commun, vacances, nom commun, chalet, nom commun. Passer un verbe. Et puis ensuite, il nous reste A de parcours avec, sans, les tripos. Voilà, donc la nature, c'est ça. Et vous voyez que c'est quand même toujours très, très répétitif ce qu'on trouve dans une phrase. Mais on pourrait avoir des adverbes, passe bien quelques jours, passe souvent quelques jours dans un chalet, passe... Les adverbes, c'est des compléments à eux tout seuls. Alors, ils appartiennent à un groupe aussi. Si je mettais, par exemple, où est-ce qu'on a un adjectif? On n'a pas de... Si j'avais une jeune femme, jeune, ça pourrait être une très jeune femme. Ben, le trait, il irait avec l'adjectif, il serait dans le groupe adjectival. Si j'avais un souvent ici, souvent, virgule, une femme passe quelque chose. Le souvent, il serait déplaçable et supprimable. Une femme, souvent. Une femme passe souvent quelques jours. Une femme passe quelques jours de vacances, souvent. Dans un chalet, souvent. Il serait dans le complément de phrase parce qu'il se déplacerait partout. Pour regarder quelle est sa relation déplaçable, supprimable, comme tous les autres mots. Bon. Alors ensuite, tout ça me fabrique des groupes. Donc vous aurez bien compris que ça me forme un groupe nominal. Bon. Que ça me forme un groupe nominal. Donc que ça me forme un groupe nominal. Lui, il est tout seul, il ne fabrique pas un groupe à lui tout seul. Ça me forme un groupe nominal prépositionnel à cause du don. Donc celui-là, il forme un nom prépositionnel. Un nom avec une préposition. Si on vous demandait pourquoi est-ce que celui-là, il n'a pas de déterminant, ce nom-là, parce qu'il y a une préposition devant. Un vélo sans roulette, le roulette n'a pas de préposition à cause du sang. Un voyage en bateau, le bateau n'a pas de déterminant à cause de la préposition. Un chat avec des poils longs, avec des poils, là, il y a le déterminant. Mais avec poils longs, avec poils, pourquoi est-ce que poil n'a pas de les à cause avec la préposition, elle a cette faculté de faire sauter les déterminants du mot. Donc maintenant, j'ai un groupe, un verbe, un groupe, un nom prépositionnel, un groupe. Comment je pourrais les rattacher? J'ai entendu que certains ont dit, celui-là, en fait, il est expansion du précédent. Oui, le chat de ma mère, un arbre sans feuilles, un ordinateur sans clavier. Donc ça nous forme un groupe nominal expansé. Et puis alors après, on fait exactement la même technique que tout à l'heure. C'est-à-dire que qui est-ce qui passe? Une femme. Est-ce qu'une femme, il est déplaçable? Est-ce qu'il est supprimable? Est-ce qu'il est modifiable d'une façon ou d'une autre? La réponse, c'est non. Donc celui-là, il fabriquera directement le groupe sujet. Dans le groupe verbal, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura évidemment le verbe. Il y aura évidemment le verbe. Mais si on supprime quelques jours, ça n'a plus de sens. Elle passe. Celui-là, c'est donc un complément essentiel et pas de lieu, de temps. De temps. C'est un groupe nominal expansé de temps. Et puis ceux qui restent, ça se déplace, ça se supprime, c'est donc le complément de phrase. Donc dites-vous que
je l'ai peut-être dit COD. Là, vous voyez, il y a hésitation là. C'est plutôt, oui, ça serait plutôt un COD d'ailleurs. Passe quoi? Quelques jours. Passe quand? Oui, ce serait plutôt les mardis. Passe les mardis, oui, plutôt que de temps. Plutôt que de temps, je le mettrais quand même COD parce qu'il répond à la question quoi? Passe quoi? Quelques jours. Plutôt complément de temps. Ça ne répond pas à la question quand. Elle passe quand? Quelques jours. Non, c'est plutôt un COD, donc un complément de temps. C'est le temps qui m'a, c'est le jour qui m'a induit en erreur. Non, c'est plutôt véritablement un complément d'objet. Bon, ben, il faut se mettre à cette gymnastique-là. Le sujet, il est ni déplaçable ni supprimable. Le complément du verbe, il est ni déplaçable ni supprimable. Par contre, le complément de phrase, il est déplaçable et supprimable. Ensuite, des questions toutes simples encore, mais qui manipulent. De ce sujet-là, ce n'était pas des questions compliquées, mais vous voyez qu'il manipule tous les degrés de la grammaire. Il manipule les propositions, il manipule. On a eu nature et fonction, on a eu les groupes fonctionnels, sujet, verbe, complément de phrase. Maintenant, on va attaquer la phase phrase. 3 degrés. Donc, mes romans me baladent, virgule, ils me mènent en bateau. 2 propositions indépendantes. Juxtaposées, à cause de la virgule. 2 propositions indépendantes juxtaposées. Réécrivez cette phrase en transformant l'une de ces propositions en proposition coordonnée. Donc, il faut se rappeler que les conjonctions de coordination, c'est mais, ou, est, or, ni, car. Mais, ou, est, or, ni, car. Donc, mes romans me baladent et ils me mènent en bateau, car ils me mènent en bateau, ou, qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Mais il me mène en bateau. Non, mais ça irait pas trop parce qu'il y a une opposition. Oui, oui, mais donc, il n'y ait plus le donc. Les 2 seuls qui allaient bien, c'est et, mes romans me baladent et il me mène en bateau, et le car, mes romans me baladent car il me mène en bateau. Relation de, en quelque sorte, causalité entre les deux. Donc, proposition, elle devient coordonnée avec un et ou avec un car. En tout cas, c'est nécessairement un mais ou est or ni car. Et le problème, c'est que le mais ou le ou, ça marque une relation un peu d'opposition ou d'alternative. Là, c'est plutôt la conséquence qui est notée. Soit deux éléments qui vont ensemble et soit la conséquence. Et ce sera utile ici. Réécrivez cette phrase en transformant l'une des propositions en subordonnée. Donc, vous proposerez décider la fonction. Donc là, il faut faire une conjonction. Vous voyez, on a coordination avec une conjonction de coordination. Maintenant, on va utiliser une conjonction de subordination. Dès que, lorsque, parce que, bien que, quoique, comme si, quand. Conjonction de subordination. Donc, mes romans me baladent parce qu'ils me mènent en bateau, puisqu'ils me mènent en bateau. Puisqu'ils. Lorsqu'ils. Vu qu'il. Étant donné qu'il.
parce qu'il. Mais, et c'est là que la question prend tout son sens, parce que ça, tout le monde pouvait, je pense, le faire. Mais Romain me balade lorsqu'il me mène en bateau, puisqu'il me mène au bateau, mais préciser la fonction. Et ce n'est pas la même en fonction de la conjonction de subordination que vous choisissez. Parce que si vous me dites lorsqu'il, c'est une fonction qui est d'être circonstancielle de temps. Parce que, de cause, puisque c'est plutôt une condition. Plutôt de conséquences, qu'est-ce qu'on peut dire, puisque, mais non, le roman me balade. Non, c'est une conséquence aussi, oui, c'est une conséquence. Lorsque c'est le temps. Donc, quand vous avez le choix de plusieurs comme ça, vous jouez la sécurité, vous mettez celle qui est le plus simple à analyser pour vous. Rappelez-vous que quand vous faites la dissertation, si vous voulez mettre un mot, et puis que ce mot-là, vous ne savez pas l'écrire, votre trouver un équivalent. Là aussi, vous mettez, si la plus simple pour vous, c'est parce que la cause, ben vous mettez la cause. Alors, si vous mettez une relative, ça veut dire en fait que vous ne jouez pas sur ça, mais que vous allez plutôt jouer sur ça ou sur ça. Mes romans, que j'écris souvent, mes romans qui me prennent beaucoup de temps, me baladent, ils me mènent en bateau. Donc, vous n'allez pas véritablement jouer sur la consigne qui est demandée, c'est-à-dire en fait, c'est celle, une fois de coordination, une fois de subordination, donc entre les deux. Et réécrivez en transformant l'une des propositions. Et là, vous ne pouvez pas me mettre un qui, ni un quoi, ni un dont, ni un où. Donc, c'est difficile de le mettre. En relatif. C'était plutôt on passe d'une conjonction de coordination, mais où est hors d'Icare, à une conjonction de subordination dès que, lorsque, parce que, bien que. Expliquez pourquoi ce pendant n'est pas écrit en un seul mot dans l'extrait suivant. Non, mais si vous avez encore des questions. En fait, la question, en quelque sorte, c'est qu'est-ce qui serait la raison de l'autre? Donc, oui, avec le lorsque, c'est très clair. C'est-à-dire que c'est le temps dans lequel l'action 1 se passe. Donc, mes romans me baladent parce que, pourquoi est-ce que l'un? Eh bien, à cause d'eux, puisque mes romans me baladent, puisque ce serait la cause aussi. Oui, ça peut être quoi la cause, oui, puisque pour que ce soit une conséquence, il faudrait que ce soit c'est pourquoi. Mais le c'est pourquoi, c'est pas une conjonction. Conséquence, mes romans me baladent. Une conditionnelle à la condition que. Donc, mes romans me baladent à la condition qu'ils me mènent en bateau. Ça, condition. La cause, le puisque, ce serait plutôt la cause, oui. Mes romans me baladent puisqu'ils me mènent en bateau. La condition, ce serait ainsi. Mes romans me baladent s'ils me mènent en bateau.
La, la, Quand on hésite, hein, on prend le plus simple. On prend le plus simple. On pouvait se contenter de Caen, hein, quand il me mène en bateau. Et là, bon, alors cette question-là, pourquoi le se pendant des mois et pas cependant? Oui, non. Non. C'est la première partie est juste. C'est parce que c'est pas un adverbe. Cependant, c'est un adverbe de temps. Alors pourquoi est-ce que ce n'est pas un adverbe dont on a besoin ici? Parce que c'est une question de substitution. Le se, c'est un pronom. Et c'est un pronom démonstratif. Donc, il est remplaçable par les autres pronoms démonstratifs, à savoir ceci, cela. L'écriture à la beauté inquiétante de ce qui me mène nulle part, et cela, et ces choses-là, et le pendant, qui se remplace par un autre, et cela, durant des mois, parfois. En fait, le se, il se substitue, le seuil, il a sa propre capacité de substitution et le pendant, il a sa propre capacité de substitution. Donc, c'est deux mots différents. Voilà. Et tout cela, oui. Parce que là, durant, c'est tout comme. J'ai ça un adverbe aussi. C'est parce que par défaut, il ne peut pas être autre chose. Alors, ça me fait penser d'ailleurs qu'il faut différencier, par exemple, afin de et afin que. Ça, ce sera une préposition. Elle sera suivie d'un nom. D'ailleurs, le pendant, ça peut bien être une préposition aussi. On va vérifier ce que c'est que pendant. Mais suivi d'un nom, c'est plutôt une préposition. Afin de, d'un nom, d'un verbe. Afin de venir. Mais afin que, ce sera une conjonction. Afin qu'il vienne, afin que je sois au courant, et afin de et afin que, le fait qu'il y ait une préposition après ou une conjonction après, ça transforme la nature du groupe. Ça, c'est une préposition. Celui du dessous, afin que, ce sera une conjonction. C'est la même chose pour pour. Pour que, c'est pas la même chose que pour. Donc, pourquoi est-ce que c'est en deux mots? Parce qu'il y en a un, c'est un pronom qui reprend ce qui est avant, et il se substitue aux autres pronoms de sa catégorie. Et puis l'autre, ben oui, je le dirais peut-être plutôt préposition. Quand on n'est pas sûr, on laisse dans le vague, mais en tout cas, il a ses propres capacités de remplacement. Pendant, durant. Et on ne peut pas dire est-ce durant en un seul mot. Cependant. Bon, ben, c'était pas très compliqué, mais simplement, il fallait maîtriser les différents aspects qui relèvent de cette grammaire assez complexe. Deux mots, apatride et baladé. Apatride, ligne 35. Ce geste, c'est un geste apatride que celui d'écrire, une échappée sans ancrage en terre inconnue. Qu'est-ce que ça veut dire en sens propre, apatride? Patrie, le pays, A, privatif, sans pays.
Donc, qu'est-ce qui peut être sans pays? Bah, un homme. Un homme peut être sans nationalité. Il peut être apatride. Donc, une chaise ne peut pas être apatride. Et une idée ne peut pas être apatride. Donc, le sens premier de apatride, c'est qu'il n'a pas de nationalité, ça s'applique à un homme. Parce que les hommes s'inscrivent dans les champs sociaux, et la notion de patrie, c'est un champ social, politique. Une chaise, comme je le dis, ou un porte-manteau ne peut pas être apatride. Mais là, nous avons 35, un geste. Un geste en soi ne peut pas être apatride. Mais alors, que veut dire apatride dans ce sens-là? Eh bien, il veut dire qu'il n'a pas de catégorie auquel il appartient, ça veut dire isolé, ça veut dire seul, ça veut dire qu'il n'appartient pas à un champ vaste. Oui, vous pouvez avoir dans votre panier de linge une chaussette apatride. Alors, ça ne voudrait rien dire comme ça en soi, mais on comprendra bien que c'est une chaussette qui est toute seule. Or, théoriquement, elle marche non pas par patrie, mais elle marche par ensemble, elle marche par deux. Donc, si vous dites j'ai dans mon panier de linge plein de chaussettes apatrides, on comprendra que c'est des chaussettes isolées, des chaussettes seules, des chaussettes qui sont sans leur père. Maintenant, l'écriture, c'est un geste apatride. Alors, c'est un geste apatride que celui d'écrire, sans ancrage en terre inconnue. C'est une activité qui est isolée, qui est seule, qui est détachée des autres activités. Il y a plein d'activités qui sont avec ancrage, qui sont en terre connue. Ouais, vous passez l'aspirateur, bah, c'est un geste qui appartient à tout un ensemble de gestes. Faire la vaisselle, faire la poussière, laver les carreaux, pas faire le ménage. Voilà, faire le ménage, on a des gestes qui sont. Et puis là, c'est un geste qui ne se rattache à rien d'autre. Donc c'est unique, seul, isolé. C'est ça les sens que l'on peut trouver. Et puis ensuite, on a baladé, ligne 36. Mes romans me baladent, ils me mènent en bateau. Alors, est-ce que c'est se balader? Ça veut dire promener. Promener. Mais promener, vous voyez bien que ça a deux sens. Il y a je me promène en forêt, c'est-à-dire un déplacement physique. Ça, c'est le sens normal de promener. Mais balader, il a donc ce sens-là, mais il a un deuxième sens. Avec toutes ces histoires, il me mène en bateau. Il mène en bateau à côté. Il me balade. Ouais. Il me trompe. Comment? Il se joue de moi. Voilà. Je m'arrête à trouver une expression fort sophistiquée. Balader, ça veut dire aussi se moquer d'eux, se perdre, se jouer d'eux. Très bien, se jouer d'eux, c'est le meilleur qu'on puisse trouver. Je ne l'avais pas trouvé, c'est mieux. Donc, le sens de balader pour sens propre, se promener. Et en l'occurrence, ici, mes romans me baladent, ils me mènent en bateau. Ça veut dire que le roman la trompe, se joue d'elle, se moque d'elle, ce serait un peu fort, peut-être moque d'elle, mais ce serait dans cette idée-là. Certes. Certitude. Certificat. Laquelle? Incertitude. Ça, c'est facile, hein, certitude, certitude, incertitude. Mais rappelez-vous que c'est le jeu de mettre des préfixes devant. Hein. Et préfixe, suffixe. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a certus en latin. Ça a donné cerf. Donc, on a un adverbe. Ah ben, certainement, très bien. Certainement. Incertitude, certificat, certification, incertitude, certifié. Il faut s'amuser avec les préfixes, les suffixes et les changements de classe. Certain, ce qui est certain, donc un adjectif, certifié, un verbe, certifiable, encore un autre adjectif. Bref, vous voyez, il y en avait un gros paquet. Donc, ce n'était pas très
pas très compliqué, mais il fallait se rappeler que c'était ça, il fallait trouver que c'était ça le radical. Relever 3 procédés lexicaux, comparaison, métaphore, champs lexicaux, qui caractérisent le travail de l'écrivain, et vous direz pourquoi vous les avez choisis. Les comparaisons, c'est comme quelque chose. Il y en a plein partout. Il y en a plein partout. Oui, dites-moi. Oui. On gravira des montagnes. Qu'est-ce que c'est qu'écrire? C'est gravir des montagnes. Qu'est-ce qu'elle signifie? Elle signifie la difficulté. La difficulté, on compare l'écrivain à un alpiniste. Vous l'a dit votre camarade. Il y a des coms, hein. Il y a des coms partout, 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 comme dans une armée imaginaire, ne serait-ce que la première. Donc ça, c'est une comparaison. On doit trouver assez facilement des analogies donc dans les comparaisons, qu'est-ce qu'on a? On a aussi les réifications, animalisations ou personnifications. L'écriture me mène en bateau. C'est une personnification. Ou alors une réification. C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut. C'est plutôt un humain qui peut vous mener en bateau. Mais l'écriture me promène. Bah, c'est plutôt une réification. Qu'est-ce qui vous promène? Bah, c'est peut-être un vélo. Euh, oui, c'est une succession d'actions, mais ce qui est le plus difficile, c'est quand même avancer à tâtons. L'écriture, c'est avancer à tâtons. On va faire un essai, vous allez tous fermer les yeux et m'écrire la phrase suivante. Je suis étudiante en M1 et je suis à Belfort, en fermant les yeux. Ben, théoriquement, si vous écrivez tout un roman comme ça, les correcteurs n'ont pas fini de s'amuser. Écrire en fermant les yeux, avancer à tâtons, c'est une image qui montre la difficulté. Donc, oui, là, on est sur les champs lexicaux. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un champ lexical? Oui, attendez, je vais répondre à votre question. C'est un grand domaine. Donc, on a le domaine de la difficulté. On a le champ de la difficulté. Ce champ de la difficulté, c'est avancer dans le noir. C'est monter des montagnes. Monter, gravir des montagnes. Et là, vous voyez, il y a plein d'éléments qui nous disent que c'est extrêmement difficile. Donc, on les vrai de ce type-là. Dites-moi. Semblable à, oui. Qui montre aussi une autre chose, c'est que l'écrivain ne se sent pas à la hauteur. C'est-à-dire qu'il est dans un habit trop large. S'il était dans un habit qui lui va bien, l'écrivain est à la mesure, il est en capacité de faire. Mais comme il est dans un habit trop large, on voit bien que l'écrivain ne se sent pas la capacité à occuper tout cet habit-là. Mais c'est une comparaison, c'est du comme. Oui, et qui montre que l'écrivain, il est perdu. Il y a la difficulté, mais il y a aussi la perte de l'isolation, le sentiment d'égarement. Voilà, égarement. Il est sur un bateau, il est noyé dans, il est. Voilà pourquoi il faut maîtriser les champs, les figures de style et les champs sémantiques. Et puis, il y avait enfin une question de réflexion. Alors, cette question de réflexion, je vous mettrai la correction, on n'a pas le temps de la faire ensemble, je vous mettrai la correction sur Moodle. En gros, vous lisez, vous avez une question. À quoi sert l'écriture? Différents pouvoirs, et c'est d'abord plus que à quoi sert, c'est les différents pouvoirs de l'écriture. Alors, vous avez marqué sur une feuille
le pouvoir de l'écriture est. Le pouvoir de l'écriture est. Et vous allez en faire 9. Et à chaque fois que vous allez trouver quelque chose, ça vous donnera un titre de paragraphe. Écrire est un engagement à ferrailler. Le pouvoir de l'écriture, c'est se battre. Le pouvoir de l'écriture, c'est ferrailler. Qu'est-ce qu'on mettra là derrière? J'en sais rien pour l'instant, mais en tout cas, ça répond à la question. On s'engage dans l'écriture comme dans une armée imaginaire où on serait à la fois général, aspirant et soldat. Le pouvoir de l'écriture, c'est de s'investir pleinement, s'engager, s'immerger. Relire chaque matin ce qu'on a écrit la veille est semblable à la barre quotidienne d'une danseuse face au miroir, un exercice d'humilité. Le pouvoir de l'écriture, c'est de nous rendre humbles. Et puis vous allez faire ça comme ça, au fur et à mesure que ça apparaît, et ben, vous allez obtenir quoi? Eh bien, vous allez obtenir ce que j'ai fait en 10 minutes en lisant le texte ce matin. Ou c'est-il, je ne sais pas, correction. L'écriture a le pouvoir de se battre, l'écriture a le pouvoir de prendre conscience de ses limites, l'humilité, l'écriture a le pouvoir d'appréhender le réel, créer un monde qui permet de penser univers extérieur, pouvoir de se sauver de sa faiblesse. Bon, chaque fois que j'ai trouvé une idée, j'ai mis le pouvoir de. Et alors, qu'est-ce qui manque maintenant? Alors, il manque qu'on a 9 paragraphes, on n'aura pas le temps en 2 heures d'en rédiger 9. Mais de faire 3 parties de 3, donc qu'est-ce qu'on met ensemble? On met ça, ça et ça. Je les mets au pif complètement. Hein. Ça et ça. Ensuite, je vais dire ça, ça et ça, et puis les troisièmes sera la dernière partie. Donc, comment je les appelle? Ça donne quoi comme réponse centrale? Ça donne quoi comme réponse centrale? C'est la phrase qui dirige la partie. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, ici, 1 et 2. 1 et 2. 1 et 2. L'écriture a le pouvoir de se créer un monde de substitution. Référence de l'auteur. Qu'est-ce qu'elle dit là-dessus? Je vais paraphrase. Non, pas de citation, mais on paraphrase. L'auteur, l'auteur signale que, l'auteur affirme que, l'auteur dit que, hop, et ça fait 2 lignes, 3 lignes. Et ensuite, l'écriture a le pouvoir de se créer un monde de substitution. Vous trouvez un livre que vous avez lu dans lequel vous vous plongez en plein dedans et vous avez cru que vous étiez vous-même l'héroïne. 1, 2, 3. La conclusion, elle consiste à répéter les 3 réponses. Éviter d'ouvrir, éviter de. Voilà, 1, 2, 3, et c'est tout. Oui, sur l'extérieur, parce que certaines conclusions vous disent qu'il faut que vous preniez le sujet, que vous l'ouvriez sur un sujet voisin. Mais les rapports de jury sont pleins de moqueries dans lesquels ils disent, et d'ailleurs, quelqu'un a ouvert sur un sujet comme ci, qui est complètement inadapté, tout ça. Donc, vous ne prêtez pas le plan, vous vous contentez de répéter ce qu'ont été vos réponses. Et ce n'était pas un sujet oui-non. Hein, c'est quels sont les pouvoirs. Donc, les pouvoirs sont, les pouvoirs sont, les pouvoirs sont. On pourrait, mais bon, vous pouvez ouvrir sur quelque chose de l'école, mais ça sera toujours artificiel. Mais il faut le présenter. C'est-à-dire que vous allez dire qu'il y a 3 réponses. Vous allez dire, donc, une généralité, l'écriture a un pouvoir, l'écriture transcende le lecteur et l'auteur, la lecture et l'écriture bouleverse l'auteur et son lecteur. Et puis ensuite, vous allez avoir une première réponse expliquée, une deuxième expliquée, une troisième expliquée. Et quand vous expliquerez, quand vous donnerez la réponse ou l'explication, vous partirez du texte. Vous verrez dans ce texte de Lola Lafont, quand tu écriras cette chanson, l'auteur affirme que, ça sera un argument,
un argument pour justifier qu'il y a un premier grand axe. En gros, on présente le texte comme étant un outil dans lequel on va trouver des réponses. Donc, travail 1, au fur et à mesure que vous lisez, vous regardez qu'est-ce qui répond. Travail 2, organisez-moi ça en paragraphes. Et puis, travail 3, à chaque fois, vous allez dire comment l'auteur justifie de cette information-là et ce que vous pourrez ajouter. Et rappelez-vous que c'est un exercice d'écriture en lettres, donc il faut que vous ayez des informations en lettres, c'est-à-dire plutôt des arts, mais spécifiquement des textes. Le Figaro a fait un article il y a une semaine dont le titre c'était « Victor Hugo est-il remplacé par la Reine des Neiges chez les instituteurs ?» Bon, ben oui, Reine des Neiges, c'est une info, mais on préfère Victor Hugo. Essayez. Voilà, essayez. Cette fin d'année n'est pas très active pour vous. On arrive à sa fin. Essayez de faire la rédaction et puis de me le rendre. Bon, ben, c'est tout pour aujourd'hui.